Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast en droit européen matériel. Dans cette leçon numéro 5, nous nous intéresserons à la liberté professionnelle des salariés et donc la liberté de circulation à des fins professionnelles. Dans cette leçon, on verra donc l'émergence d'un espace sociétal et on se concentrera uniquement sur les salariés. Et donc, on ne va pas s'intéresser à la liberté professionnelle des non-salariés dans cette leçon. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu pour m'encourager à créer de plus en plus de contenu. Je suis là pour vous aider à réviser, ça m'aide aussi de parler à voix haute pour réviser mes cours. Donc on est là tous ensemble, on va réviser le droit européen matériel. Je ne sais pas si vous entendez le fond, c'est comme des bruits de braise d'un feu. C'est pour donner un peu l'ambiance tranquille. Mais ça n'empêche pas que nous sommes sérieux. Donc aujourd'hui, on aborde un pan fondamental de l'intégration européenne. Il s'agit de la place de l'individu dans l'espace économique européen, à travers ce qu'on appelle la libre circulation des personnes et des services. C'est vraiment un complément indispensable à la libre circulation des marchandises et des capitaux. Ici, on entre dans ce qu'on appelle la liberté professionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des droits qui permettent à une personne, physique ou morale, d'exercer une activité professionnelle dans un autre État de l'Union, donc un État membre. Cette liberté, elle a une fonction très précise dans le traité de Rome. Il s'agit d'assurer la mobilité professionnelle des agents économiques. Autrement dit, permettre aux individus de travailler là où l'économie en a besoin. Et juridiquement, ça implique de répondre à deux grandes questions. Premièrement, dans quelles conditions peut-on accéder à une profession dans un autre État? Et deuxièmement, dans quelles conditions peut-on exercer cette profession une fois sur place? On va donc commencer, et ce sera l'objectif de cette leçon, avec la première grande branche, les activités salariées. Concernant la liberté professionnelle des activités salariées, le point de départ, c'est l'article 45, paragraphe 3 du TFUE. C'est lui qui formule le principe directeur. Et c'est sûrement l'article le plus important à connaître dans cette partie, puisqu'il énumère les droits fondamentaux du travailleur européen. L'enjeu principal ici, c'est de comprendre qu'on ne parle pas seulement du droit d'aller travailler ailleurs. La liberté est beaucoup plus large et structurée. D'ailleurs, l'article 45 donne 4 droits essentiels. Tout d'abord, c'est le droit de répondre à des emplois effectivement offerts. Ici, on ne garantit pas un emploi, mais l'accès au marché du travail. C'est super important parce que ça interdit toute discrimination dès la candidature. Deuxièmement, on retrouve le droit de se déplacer dans un autre État pour chercher un emploi. Et là, ce point, il est aussi très important, car la Cour de justice a élargi dans sa jurisprudence les droits des chercheurs d'emploi, notamment via la directive 2004-38. Ensuite, on a le droit de séjourner dans un autre État pour y exercer un emploi dans les mêmes conditions que les nationaux. C'est ici que se trouve le cœur du principe de non-discrimination, un principe qui est absolument central. Ici, le travailleur il est intégré dans l'ordre juridique national du pays d'accueil. Et enfin, le droit de demeurer sur le territoire après avoir occupé un emploi, en fonction des conditions, bien sûr, prévues par les règlements et la directive 2004-38, celle que nous avons citée concernant le droit de se déplacer dans un autre État pour chercher un emploi, sur la jurisprudence concernant les droits des chercheurs d'emploi. Et donc, ce droit de demeurer sur le territoire après avoir occupé un emploi, il est parfois mal compris. Pourtant, il vise à protéger la stabilité du travailleur qui a contribué à l'économie du pays d'accueil. Et ensuite, sur le plan technique, il s'agit de préciser que ce principe a été détaillé par un texte historique. Il s'agit du règlement 1612-68.
ce règlement a posé la première architecture complète de la libre circulation des travailleurs. Il a d'ailleurs été modernisé par la directive que nous avons citée, directive 2004-38, texte majeur parce qu'il regroupe désormais le droit de circulation et le droit de séjour des citoyens européens. Ce cadre juridique, il forme ce qu'on appelle les deux volets de la liberté professionnelle des salariés. Premièrement, le droit d'accéder à une activité salariée. Et deuxièmement, le droit d'exercer l'activité dans un autre État. Concernant le droit d'accéder à une activité salariée, ça concerne toute la phase d'entrée sur le marché du travail. C'est ici qu'on étudie l'interdiction des discriminations, l'accès aux concours, l'équivalence des diplômes, l'accès aux offres d'emploi, etc. C'est un volet extrêmement important, car c'est souvent là que les États tentent de contourner la liberté. Et deuxièmement, le droit d'exercer l'activité dans un autre État, puisqu'une fois que le travailleur est en poste, il doit être traité comme un national. Cela couvre l'ensemble des conditions de travail, notamment la rémunération, les avantages sociaux, les droits syndicaux, les conditions de licenciement, jusqu'à l'accès au logement social. Ce volet, il vise simplement à empêcher toute discrimination dans la relation de travail. Donc vous voyez, il y a vraiment ces deux volets avec, finalement, on pourrait penser en amont et puis en aval, puisque c'est le droit d'accéder à une activité salariée, donc en amont, et puis ensuite le droit d'exercer l'activité comme un national. Donc là, on serait plutôt en aval, puisque ce serait ne pas donc interdire les discriminations pour l'accès à l'activité salariée, et deuxièmement, donc le deuxième volet, empêcher toute discrimination dans la relation de travail. Et donc cette structure, elle est vraiment essentielle à maîtriser, car toute la jurisprudence, tous les cas pratiques reposent sur ce découpage entre accès et exercice. Et donc, après avoir posé le cadre général de la liberté professionnelle, on peut maintenant entrer dans le premier volet. Le droit d'accès à une activité salariée. C'est ce que je vous le disais, c'est ici que se joue la première barrière que rencontrent les travailleurs. Puisque la logique du droit européen, elle a beau être simple, mais elle est exigeante. On doit garantir un accès égal et réel au marché du travail. Il ne doit donc pas y avoir d'obstacles déguisés avec de la discrimination. Et ce volet, il se décompose en 3 grands points, dont les 2 premiers sont les plus importants. Donc le premier volet, ce sera vraiment le principe de non-discrimination. Ça, c'est vraiment le principe cardinal. Le deuxième volet, ce sera l'interdiction des entraves non discriminatoires. Là, ce deuxième point, vous verrez, il demande vraiment une vraie attention, parce que c'est l'un des tournants les plus importants de la jurisprudence européenne. Et enfin, dans le troisième volet, on verra qu'il y a quand même une limite concernant notamment les emplois qui relèvent de l'administration publique. Et donc, pour ce qui est du premier volet, là, dans ce qui concerne le principe de non-discrimination, finalement, c'est vraiment le cœur de la matière. C'est ce que je vous disais, l'idée, elle est très forte. Aucune différence de traitement ne peut être fondée sur la nationalité lorsqu'un travailleur européen postule à un emploi dans un autre État membre. Donc là, on se concentre sur la nationalité. Aucune différence de traitement fondée sur la nationalité. C'est le principe de non-discrimination. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, l'État d'accueil doit traiter un candidat étranger comme un candidat national. Et la Cour de justice, elle est d'ailleurs extrêmement ferme sur ce point. Il y a donc 3 types de pratiques qui sont interdites. Tout d'abord, les procédures de recrutement spécifiques pour les étrangers. C'est quand on va avoir par exemple la création d'un concours spécial, un entretien distinct ou une étape supplémentaire pour les non-nationaux. Eh bien ça, c'est interdit. Ensuite, les critères médicaux ou professionnels discriminatoires. On ne peut pas écarter un candidat à cause de critères qui ne seraient exigés qu'aux étrangers. Ça, c'est interdit. La Cour de justice, elle est très ferme sur ce point aussi. Et enfin, tout ce qui concerne les quotas qui sont réservés aux nationaux. Ça aussi, c'est totalement prohibé. La France, elle a d'ailleurs été condamnée dans les années 70 en matière de code du travail maritime, parce qu'elle a réservé une partie des emplois aux Français. Et ça, c'est pas possible. On peut pas avoir un quota réservé seulement aux nationaux, puisque ça cache une discrimination fondée sur la nationalité. Donc il y a un point aussi qui est très important, c'est la langue.
Les États peuvent parfois exiger une compétence linguistique, mais ce n'est jamais automatique. Et deux conditions doivent être réunies. Elles doivent être strictement justifiées. Déjà, la maîtrise de la langue doit être indispensable pour exercer l'emploi. Et deuxièmement, l'exigence doit être proportionnée, c'est-à-dire que le niveau demandé ne doit pas être excessif. Autrement dit, on ne peut pas demander, par exemple, que la personne qui n'est pas un national, donc qui n'est pas une personne locale du pays en question, qu'elle parle parfaitement une langue, alors même que ce n'est même pas indispensable pour exercer l'emploi en question. Si on a une personne qui n'a pas du tout, par exemple, de discussion avec des clients ou qui n'a pas du tout besoin de s'exprimer dans le cadre de son emploi, alors la maîtrise de la langue, elle n'est pas du tout indispensable pour exercer l'emploi. Donc ça signifie que, là, dans ce cas-là, le fait que l'État exige une compétence linguistique, c'est injustifié. Et deuxièmement, le fait d'exiger la compétence linguistique, ça doit être proportionné. On ne peut pas demander un niveau excellent alors que le travailleur ne va même pas être amené à exercer véritablement la langue dans un niveau excellent. Donc il faut vraiment que ce soit proportionné, que le niveau demandé ne soit pas excessif. Là, il y a un exemple pour illustrer ça, c'est l'arrêt Groener. Groener, c'est un arrêt de 1989. Ici, l'Irlande, elle avait imposé la connaissance du gaélique, donc c'est une langue spécifique, à une enseignante. Le gaélique, il n'était pourtant parlé que par 5% de la population. Donc vous voyez, c'est une langue qui est rare, et la Cour, elle a validé cette exigence parce qu'elle servait à un objectif culturel légitime. Ici, il s'agissait de la protection et de la promotion d'une langue nationale. Donc dans ce cas-là, on a finalement admis cette exigence linguistique parce qu'elle était cohérente, proportionnée et transparente. Le niveau demandé était justifié parce qu'il s'agissait en l'espèce d'enseigner à des élèves, qui pourraient parler cette langue et donc de pouvoir s'exprimer dans la langue de l'élève en question. Ça a été considéré comme étant indispensable pour exercer le métier en l'espèce de professeur. Ensuite, il faut savoir que l'État peut aussi demander, donc exiger un test de compétences professionnelles. Là encore, il y a des conditions fondamentales. L'État ne peut pas exiger un test de compétences professionnelles sans respecter ces deux conditions fondamentales. Déjà, il faut que ce test de compétences il soit clairement annoncé dans l'offre d'emploi, donc dès le début. Et ensuite, deuxièmement, il ne faut pas qu'il existe déjà une équivalence de diplôme reconnue pour cette profession au niveau européen. Autrement dit, l'État peut exiger un test de compétences professionnelles seulement si le test en question est clairement annoncé dans l'offre d'emploi et qu'il n'existe pas déjà une équivalence de diplôme reconnue pour cette profession au niveau européen. Donc là, on pourrait se demander, mais pourquoi un test peut être exigé ? Eh bien, quand un travailleur européen postule dans un autre État, le principe, c'est pas de discrimination. Mais ça ne veut pas dire que l'État doit accepter n'importe quel candidat les yeux fermés. Pour certaines professions, surtout celles qui demandent des compétences techniques ou qui demandent des compétences spécifiques, eh bien l'employeur ou l'administration peut vouloir vérifier si la personne elle sait réellement faire vraiment faire ce travail-là et qu'elle a des compétences spécifiques. C'est là qu'intervient le test de compétences. Et pourquoi ces deux conditions ? Eh bien pour que ce test ne devienne pas une manière déguisée de discriminer les étrangers. L'Union elle pose des garde-fous en fait. Déjà, quand on dit que le test il doit être annoncé dans l'offre d'emploi, ça veut dire pas de piège, pas de surprise, pas de test inventé au dernier moment juste pour écarter un candidat étranger. Tout doit être transparent. Si l'employeur veut tester quelque chose, il doit le dire dès le début. Compétences techniques, mise en situation, épreuves pratiques. Pourquoi ? Parce que sinon, un État pourrait utiliser le test comme une excuse pour refuser subtilement les travailleurs venus d'ailleurs. Et ensuite, deuxièmement, il ne doit pas exister une exigence de diplôme reconnue au niveau européen. Là, c'est encore plus simple. Si l'Union européenne a déjà décidé que le diplôme du pays A vaut le diplôme du pays B, alors l'État ne peut pas imposer un test en plus. Un exemple très clair, par exemple, tu es infirmière ou tu es infirmier diplômé en Espagne. L'Union européenne reconnaît que ton diplôme a la même valeur qu'un diplôme d'infirmier français.
La France, elle ne peut pas t'imposer un test supplémentaire puisque l'équivalence existe déjà. A l'inverse, si la profession n'a pas d'équivalence harmonisée au niveau européen, alors l'État peut vérifier ton niveau, mais toujours en étant transparent et proportionné. Enfin, il ne faut pas oublier que le principe de non-discrimination, il a été élargi au-delà de la nationalité. Plusieurs directives européennes ont introduit des protections contre d'autres formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, la religion ou les convictions, l'âge, le handicap et l'orientation sexuelle. Donc il n'y a pas seulement un domaine, il n'y a pas seulement la nationalité qui peut justifier une discrimination. Il y a aussi donc la race, la religion, les convictions, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle. Et ce sont des extensions qui sont importantes car elles renforcent l'idée d'un accès égal et universel au marché du travail dans tout l'espace économique, donc dans tout l'espace européen. On passe maintenant à l'interdiction des entraves non discriminatoires. Ce deuxième point, il demande vraiment une attention particulière, car c'est l'un des tournants les plus importants de la jurisprudence européenne. À un moment, la Cour elle a allé beaucoup plus loin que la simple lutte contre la discrimination. Elle a affirmé que même si une règle ne discrimine pas, si elle entrave la mobilité des travailleurs, alors elle peut être sanctionnée. Cette évolution, elle se cristallise notamment dans deux arrêts majeurs. L'arrêt Cross de 1993 et l'arrêt Bosman de 1995. Et l'arrêt Bosman, lui, est absolument fondamental. On est dans le domaine du football professionnel. Les règles de l'UEFA prévoyaient qu'un club devait payer une indemnité de transfert, même pour un joueur arrivé en fin de contrat. La Cour a estimé que cette règle pouvait dissuader un club étranger de recruter un joueur libre. Donc même sans discrimination explicite, il y avait bien une entrave à la mobilité professionnelle. Donc dans l'arrêt Bosman, vous le voyez bien, il s'agissait d'une discrimination qui n'était pas explicite, donc qui était indirecte. Et pourtant, on a reconnu une entrave à la mobilité professionnelle. Mais il faut savoir que la Cour, elle a aussi censuré certaines fois des discriminations directes. Et donc là, c'était par exemple le cas de la limitation du nombre de joueurs étrangers par équipe. Là, c'était carrément une discrimination directe. Ça correspond presque aux quotas de nationaux là, qu'on avait, sauf que là, c'est dans l'autre sens. C'est pas des quotas de travailleurs nationaux, mais là, c'est la limitation du nombre de joueurs étrangers par équipe. Donc, c'est finalement un quota de nombre de travailleurs étrangers. Donc là, c'est interdit, c'est une discrimination directe. Ce qu'il faut retenir, c'est cette bascule. On est passé finalement d'une logique d'égalité de traitement à une logique d'élimination de tout obstacle, même neutre en apparence. D'ailleurs, cette approche, elle a été confirmée dans certaines décisions beaucoup plus récentes, comme l'arrêt CRAH, K-R-A-H de 2019. Ici, la règle autrichienne, elle limitait à 4 ans la prise en compte de l'expérience professionnelle. Ici, ce n'était pas dirigé contre les étrangers, mais ça pouvait décourager un travailleur venant d'un autre État membre, car une partie importante de son expérience n'était plus reconnue. Et pour la Cour, ça, c'était une entrave dissuasive, donc contraire à la liberté de circulation. Mais on pourrait se demander quand même, parce que c'est étrange, en quoi finalement, en quoi ça a un rapport finalement avec la liberté de circulation. Parce que le fait qu'on ne prend en compte que 4 ans d'expérience professionnelle pour classer un candidat, ça s'applique à tout le monde, autrichien comme étranger. Donc naturellement, on pourrait se dire, ce n'est pas discriminatoire, où est le problème ? Sauf que le but du droit européen, c'est pas seulement d'empêcher la discrimination ouverte. Son but central, c'est d'éviter que les gens renoncent à se déplacer pour travailler. Donc même une règle qui paraît neutre, comme celle-ci, si elle dissuade un travailleur de changer de pays, eh bien elle peut être sanctionnée. C'est ça la logique, finalement, de la Cour. Maintenant, pourquoi cette règle, elle décourage les travailleurs étrangers ? Eh bien, imagine qu'une personne autrichienne a travaillé 10 ans en Autriche. Tous ces 10 ans sont visibles et connus localement. Même si la règle ne prend que 4 ans, cela ne change pas vraiment la perception de sa valeur. Alors qu'un travailleur qui vient de France, d'Espagne ou de Pologne, qui lui aussi a 10 ans d'expérience, eh bien là, l'employeur autrichien refuse d'en reconnaître 6, simplement parce que la règle limite tout le monde à 4 ans.
Donc un travailleur local, lui, il perd un peu, mais il reste connu, entre guillemets, et le travailleur étranger perd énormément. Et ça devient donc automatiquement moins attractif. Enfin, le travailleur étranger devient moins attractif. Donc l'étranger pourrait se dire, si je vais en Autriche, presque toute mon expérience va disparaître, je perds mon niveau, mon salaire, ma carrière, ça vaut pas le coup. Et oui, c'est logique, puisque un travailleur local n'a pas besoin de prouver autant de choses qu'un étranger. Une personne locale connaît déjà la langue, connaît la culture professionnelle du pays, la façon dont on travaille, elle a des références locales faciles à vérifier, elle a étudié dans le pays, ou elle a travaillé par exemple dans des entreprises connues du pays. Et elle connaît déjà les systèmes administratifs. Donc même si on ne lui reconnaît que 4 ans sur 10, son profil il reste lisible, compréhensible et rassurant pour un employeur local. Tandis qu'un travailleur étranger, lui, il doit prouver sa valeur pour compenser le fait qu'il vient d'ailleurs. Un étranger, lui, n'a pas étudié dans le pays, il a aucune référence locale. Il peut avoir travaillé dans des systèmes différents, il a un CV qui est moins parlant finalement pour l'employeur. Donc il doit déjà montrer qu'il s'adapte et il doit souvent expliquer comment son expérience est transposable. Donc pour être attractif, les travailleurs étrangers, eh bien, sa grande expérience, c'est justement sa force principale. Et là, si l'administration lui dit on ne reconnaît que 4 ans, même si tu en as 10 ans d'expérience, eh bien la personne, elle perd tout l'avantage qu'elle avait. Donc, résultat, l'effet de la règle n'est pas symétrique. Pour un local, ça fait perdre un peu, pour un étranger, ça fait perdre l'essentiel. Donc, l'effet réel est que le local n'est pas découragé, mais l'étranger peut l'être. Et donc la Cour, elle raisonne en termes de motivation à se déplacer. Elle se demande, est-ce que cette règle peut dissuader quelqu'un de venir dans un autre État? La réponse est oui. Bon, après avoir vu le principe de non-discrimination et l'interdiction des entraves, il reste quand même ce troisième aspect essentiel du droit d'accès à l'emploi salarié, la question des emplois réservés à l'administration publique. Ici, c'est assez sensible parce qu'on touche à la souveraineté des États et à leur pouvoir régalien. Et c'est un domaine où les États ont longtemps tenté d'échapper au droit européen. On va donc voir quelle est cette fameuse limite des emplois relevant de l'administration publique. Et bien ici, le point de départ, c'est l'article 45, paragraphe 4 du TFUE. Cet article, il dit simplement que les dispositions sur la libre circulation ne s'appliquent pas aux emplois dans l'administration publique. Et là, à première vue, tu pourrais croire que ça couvre toute la fonction publique. Mais attention, la Cour de justice va immédiatement briser cette idée. C'est l'arrêt Commission contre Belgique, un arrêt fondamental, de 1980. Dans cette affaire, la Cour pose deux principes majeurs. Déjà, les États ne sont pas libres de décider seuls quels emplois font partie de l'administration publique. Sinon, ils pourraient réserver des millions d'emplois aux nationaux et vider le traité de son sens. Deuxièmement, la notion elle doit être interprétée de manière fonctionnelle, c'est-à-dire selon le contenu réel de l'emploi, et pas selon le statut ou l'intitulé de l'emploi. Et là, la Cour elle pose un critère clair. Seuls les emplois qui participent directement à l'exercice de la puissance publique ou à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État peuvent être réservés aux nationaux. Donc ici, c'est une définition qui est étroite et c'est volontaire. Donc on pourrait se demander comment la Commission a précisé tout ça. Eh bien, la Commission a publié des communications qui ne sont pas contraignantes juridiquement, mais pourtant elles servent de référence. Dans la communication du 5 janvier 88, elle distingue deux catégories. Donc les emplois qui peuvent être réservés aux nationaux et les emplois qui ne peuvent pas être réservés aux nationaux, tout simplement. Donc c'est assez logique finalement parce que les emplois qui sont réservés aux nationaux, qui peuvent en tout cas être réservés aux nationaux, c'est tout ce qui concerne les forces armées, la police et la gendarmerie, la magistrature, l'administration fiscale, la diplomatie, les emplois liés à l'élaboration ou à l'exécution d'actes juridiques représentant l'État. Et ici, on retrouve tout à fait le critère clair de la Cour. Donc ce sont tous les emplois qui participent directement à l'exercice de la puissance publique ou à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État. Et puis, tous les emplois qui ne peuvent pas être réservés, eh bien, il y a la recherche civile, les services publics commerciaux, donc là, ça concerne les transports, la poste, l'énergie, l'audiovisuel, etc. Ensuite, l'enseignement public et les services de santé. Donc pourquoi ? Parce que ces secteurs ne relèvent pas directement de la puissance publique. Ce ne sont pas des pouvoirs régaliens, ni des prérogatives de puissance publique. Ce sont des
mission de service public, oui, mais sans exercice d'autorité étatique. Donc là, il faut se dire que tout ce qui concerne la fonction publique telle que la Cour l'entend, ce ne sont pas tous les emplois de mission de service public, mais plutôt tous ceux qui vont concerner des prérogatives de puissance publique, avec une réelle autorité étatique. Dans sa communication de 2002, la Cour, le 11 mars, va ajouter une précision importante. Même dans les secteurs régaliens, les emplois subalternes, donc purement administratifs ou techniques, ne peuvent pas être réservés aux nationaux. Donc là, il y a encore une limite. C'est que, ok, on parle des services régaliens, bien sûr, oui, on parle des secteurs où il y a une prérogative de puissance publique, mais attention, pas tous les emplois qui sont dans cette catégorie-là. Les emplois subalternes ne peuvent pas être réservés aux nationaux. Par exemple, un greffier administratif, ce n'est pas régalien. Alors qu'un magistrat qui prononce des décisions, là, c'est régalien. On regarde toujours la fonction, jamais le titre. Je vous donne un exemple un peu piège, mais par exemple un agent des douanes, mais qui reste au guichet administratif. Intuitivement, on pourrait se dire douane, puissance publique, c'est régalien. Eh bien non, ça dépend précisément de la fonction exercée, et pas du corps auquel il appartient, ni du prestige du métier. Par exemple, l'agent des douanes qui exerce un contrôle de marchandises, eh bien lui, oui, il applique la loi avec une force d'autorité. Donc ici, c'est régalien. Donc c'est réservable aux nationaux. Mais l'agent des douanes qui travaille au bureau administratif, lui, il met des informations dans une base de données, il classe des dossiers. Il n'a aucune prérogative de puissance publique. Il ne peut pas constater une infraction douanière, comme l'agent des douanes qui exerce un contrôle de marchandises. Donc, l'agent des douanes qui travaille au bureau administratif, lui, il n'a pas un emploi régalien, même si son badge il dit douane. Donc cet emploi, il doit être ouvert à tout citoyen européen. Et ça, donc, c'est précisé par la communication du 11 mars 2002 de la Cour. Donc, quelles sont les conséquences pour les États, notamment la France ? Eh bien, sous la pression du droit européen, la France a dû réformer sa fonction publique à plusieurs reprises. La réforme de 1991, la loi du 26 juillet 2005 et la nouvelle réforme en 2010. La loi de 2005, elle a posé le principe d'un raisonnement par emploi et non par corps. Le but, limiter les réservations aux seuls emplois véritablement régaliens. C'est vrai que c'est logique parce que pendant très longtemps, la France, elle disait si tu veux être fonctionnaire dans tel corps, il faut être français. Elle raisonnait par corps. Police, éducation nationale, finances publiques, administration centrale. Le simple fait d'appartenir à ce corps suffisait, selon la France, pour exclure les étrangers. Sauf que l'Union européenne n'accepte pas ça du tout. Pour l'Union européenne, on ne peut réserver aux nationaux que les emplois qui exercent vraiment l'autorité de l'État. Donc la France s'est fait, entre guillemets, taper sur les doigts. Donc que demande l'Union européenne exactement ? Eh bien l'Union dit on ne réserve pas un corps entier, on réserve seulement les emplois précis qui sont liés au pouvoir de décision, liés à la force publique, liés à la souveraineté de l'État. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par emploi. Et donc la France, elle était en infraction. Elle excluait même des postes qui n'avaient aucune fonction régalienne, pour vous dire. Donc par exemple, un poste administratif dans un ministère, en réalité, c'est pas régalien. Ça aurait dû être ouvert aux Européens. Sauf que la France, elle disait, c'est dans un ministère, donc c'est un corps de fonctionnaires, donc réservé aux Français. Et ça, l'Union européenne l'a interdit. Du coup, la France, elle a dû réformer. Elle a modifié sa fonction publique en plusieurs étapes. D'abord, la réforme de 91, avec une première correction. On commence à limiter un peu les exclusions. Ensuite, la loi de 2005. Ici, c'est la grande réforme importante. On change enfin de logique. On ne raisonnera plus par corps, mais par emploi. Donc on regarde concrètement ce que fait la personne, pas le statut qu'elle porte. Et ensuite, la réforme de 2010, avec un ajustement encore des règles pour être totalement conforme au droit européen. Donc pourquoi toutes ces réformes ? C'est simple. C'est pour autoriser seulement les exclusions pour les emplois vraiment régaliens, c'est-à-dire ceux qui représentent l'État et exercent son autorité, la police, magistrats, diplomatie. Tout le reste doit être ouvert aux citoyens européens. La Cour de cassation, dans un arrêt de 2003, a dit que les capitaines et les seconds de la marine marchande exerçaient des prérogatives de puissance publique.
Donc selon la Cour de cassation, ces emplois pouvaient être réservés aux Français, les capitaines et les seconds de la marine marchande. Donc vous voyez, ils n'ont pas... ils exercent, enfin, comment dire, selon la Cour de cassation, eh bien ces emplois-là exerçaient des prérogatives de puissance publique, selon la Cour de cassation. Sauf que la Cour de justice, elle n'a pas du tout été d'accord. Dans un arrêt de 2003, donc la même année, elle juge que les prérogatives en question, d'accord, c'est des prérogatives de puissance publique, mais elles sont purement accessoires, donc insuffisantes pour justifier une exclusion. Donc vous voyez, il y a pas mal de limites finalement. On dit que ce sont seulement des prérogatives de puissance publique, ensuite la Cour de justice ajoute oui, d'accord, mais pas accessoires, pas des prérogatives de puissance publique accessoires. Capitaine et second de la marine marchande, eh bien c'était peut-être des prérogatives de puissance publique selon la Cour de cassation, mais ce n'était pas des prérogatives de puissance publique majeures, elles n'étaient seulement qu'accessoires, donc insuffisantes pour justifier que ces emplois puissent être réservés seulement aux Français. Et d'ailleurs, finalement, dans une affaire en 2008, la Cour a condamné la France pour avoir maintenu cette restriction injustifiée. Donc la France, elle a maintenu la réservation de ces emplois de capitaine et second de la marine marchande aux seuls Français. La Cour de justice, elle a bien précisé dans un arrêt 2003 qu'elle n'était pas du tout d'accord, que ce n'était que des prérogatives de puissance publique accessoires, donc des prérogatives finalement purement accessoires. Presque, on pourrait presque dire que ce n'était même pas véritablement des prérogatives de puissance publique. C'était seulement une fonction, donc là on se concentre vraiment sur l'approche fonctionnelle de l'emploi, vous le voyez, et donc la France n'a pas respecté finalement la décision de la Cour de justice, et la France a donc été condamnée en 2008. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'Union accepte que certains emplois restent réservés aux nationaux. Elle accepte, mais seulement ceux qui touchent directement au cœur de la souveraineté de l'État. Tous les autres doivent être ouverts à la libre circulation. Bon, après avoir vu l'accès à l'emploi, il faut maintenant comprendre ce qui se passe une fois que le travailleur européen est effectivement en poste. On l'a vu, c'était donc en amont et en aval. Autrement dit, là, maintenant on passe de la logique entrer sur le marché du travail à la logique vivre et travailler dans un autre État. C'est pas la même chose. Et ce deuxième volet, il repose sur un principe simple. C'est le fait que le travailleur européen, il doit être traité comme un national. Et ici, c'est l'article 45, paragraphe 2 du TFUE qui l'affirme. Et d'ailleurs, il va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine souvent. Donc, on passe à l'exercice de l'activité salariée. L'article 45, paragraphe 2 TFUE, il interdit toute discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte, vous l'avez bien compris. Et ça concerne 3 éléments essentiels. L'emploi lui-même, la rémunération et toutes les autres conditions de travail. Et c'est une protection qui est vraiment très large, parce que dès qu'un travailleur européen a franchi la frontière et a obtenu le poste, il doit être pleinement intégré dans l'ordre juridique du pays d'accueil. Donc déjà en matière d'emploi, la non-discrimination, elle implique l'égalité pour la stabilité de l'emploi, pour la promotion, pour la mobilité interne. Pour ce qui concerne la stabilité de l'emploi, on ne peut pas rendre un contrat plus précaire parce que la personne est étrangère. L'emploi doit rester stable. On ne peut pas, par exemple, proposer un temps partiel ou un CDD, enfin un contrat précaire parce que c'est un étranger, pour la raison même que c'est un étranger. On l'a vu, ça peut se baser sur la nationalité, mais aussi sur la race, la religion, etc., etc. Les convictions, ça étend finalement la discrimination. Deuxièmement, donc la promotion, un étranger doit pouvoir évoluer dans la même carrière que les nationaux. On ne peut pas promouvoir une partie des travailleurs nationaux et puis exclure les étrangers pour la simple raison qu'ils sont des étrangers. Et enfin, la mobilité interne, donc l'accès aux mutations, aux postes internes, aux changements de service. Et donc tout ça, c'est vraiment un point essentiel parce que en ce qui concerne la non-discrimination en matière d'emploi, la libre circulation, elle ne s'arrête pas à l'embauche. Elle accompagne l'ensemble de la carrière. Et donc c'est pourquoi on va voir maintenant en matière de rémunération. Ici, c'est vraiment encore plus important, parce que la Cour ici, elle est très ferme. Un travailleur européen doit voir l'intégralité de son parcours professionnel reconnu, même si son expérience a été acquise dans un autre État membre. Ça inclut les services antérieurs dans un autre pays,
le service militaire, qui ne peut pas être ignoré, et tous les éléments qui influencent finalement l'échelle salariale. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on inclut les services antérieurs, le service militaire, les éléments qui influencent l'échelle salariale, donc l'ancienneté, les qualifications, les grades, parce que tout ça a un impact sur la rémunération. L'idée, c'est d'éviter qu'un travailleur étranger soit ramené artificiellement au bas de l'échelle, ce qui dissuaderait finalement la mobilité. Un travailleur étranger n'aurait pas envie d'aller dans un autre État membre si dans cet État membre on ne prend pas en compte ses services antérieurs, si on ne prend pas en compte son ancienneté, ses qualifications, ses grades, le service militaire qu'il a effectué et qui ne peut pas être ignoré. On l'a vu dans l'arrêt précédent, si vous vous souvenez. Il s'agissait de l'arrêt CRAH, K-R-A-H, de 2019. La règle autrichienne limitait à 4 ans la prise en compte de l'expérience professionnelle. Et bien ici, même si ce n'était pas dirigé contre les étrangers, ça pouvait décourager un travailleur venant d'un autre État membre, parce qu'une partie importante de son expérience n'était plus reconnue. Pour la Cour, c'était une entrave dissuasive, donc contraire à la liberté de circulation. Vous voyez, c'est la même logique. Là, finalement, on était encore en amont, mais là, maintenant, on parle donc une fois qu'on est dans le poste, mais vous voyez, c'est la même logique. Qu'on soit au niveau de l'embauche, où ça décourage les travailleurs de s'installer, ou que ce soit au niveau directement dans l'emploi, ou que ce soit au niveau de la rémunération, dans tous les cas, le plus important, c'est vraiment l'effet que ça produit sur le travailleur étranger. Je pourrais même dire que ça, pour la Cour, ça lui est égal que ce soit au niveau de l'embauche, que ce soit au niveau de l'emploi, ou que ce soit à d'autres moments de la relation de travail. Le plus important, c'est vraiment ce que ça produit comme effet négatif sur le travailleur étranger, mais précisément sur la libre circulation des professionnels, notamment les salariés, en l'espèce. Bon, et puis il y a quand même les autres conditions de travail. Et là, ce troisième élément, il est très large. Il englobe tout ce que l'on pourrait appeler la vie professionnelle quotidienne. Donc le travailleur étranger, il doit pouvoir bénéficier des mêmes droits que les nationaux. Ça concerne la protection contre le licenciement, l'accès à la formation professionnelle, les droits syndicaux, les avantages sociaux et fiscaux, les indemnités, les allocations, les réductions fiscales. Autrement dit, ici, on touche aux droits sociaux liés au travail. L'égalité de traitement doit être totale. On ne peut pas différencier des travailleurs selon leur nationalité, selon leur origine, selon leur race, leur conviction, leur âge, etc. etc. En ce qui concerne les conditions de travail. Ils doivent tous avoir la même protection contre le licenciement, la formation professionnelle. Ils doivent tous pouvoir accéder de manière égale à la formation professionnelle. Et les droits syndicaux, donc de pouvoir intégrer un syndicat, pouvoir exercer le droit de grève, etc. Et les avantages sociaux et fiscaux. Bon, il y a quand même un point important. Concernant les régimes de sécurité sociale, ici, on parle de coordination et pas d'unification. Il faut faire attention ici. L'Union européenne, elle ne remplace pas les systèmes de sécurité sociale nationaux. Parce que chaque pays garde son système, ses cotisations, ses prestations. L'Union, elle impose seulement 2 choses. Déjà, il faut une coordination. Cette coordination, elle doit permettre de garantir que les travailleurs ne perdent pas leurs droits quand ils changent de pays. Et deuxièmement, une égalité de traitement à l'intérieur d'un même État. Donc, que ce soit entre 2 pays différents au sein de l'Union européenne, donc 2 États membres différents, il doit y avoir une coordination entre ces 2 systèmes sociaux, donc 2 régimes de sécurité sociale, qui doivent être coordonnés, donc pour garantir que les travailleurs arrivés dans le nouveau pays, dans le nouveau pays d'un autre État membre, ils ne perdent pas ces droits sociaux. Et ensuite, au sein même de l'État d'accueil, qu'il y ait une égalité de traitement entre les étrangers et les nationaux. Autrement dit, un étranger couvert par le système national doit recevoir exactement les mêmes prestations qu'un national dans la même situation. Et puis il y a quand même les professions réglementées, avec la reconnaissance des qualifications. Certaines professions ne peuvent être exercées que si l'on possède un diplôme précis. Infirmier, avocat, architecte, pharmacien, etc. Pour éviter que les États utilisent ces exigences comme une barrière déguisée, l'Union a mis en place des directives de reconnaissance mutuelle, des qualifications professionnelles. Donc l'idée est simple. Si un diplôme permet d'exercer dans un État, il doit être reconnu dans les autres États, selon des procédures harmonisées.
Donc là, ici, on a finalement une harmonisation, on pourrait dire une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles d'un État membre à un autre. Et ici, ce sont des directives de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. La Cour a donc cherché à garantir que le travailleur ne soit pas bloqué après l'embauche par des obstacles administratifs. Donc, c'est pas parce qu'il y a des professions réglementées que les États peuvent se permettre d'utiliser ces exigences comme d'une barrière déguisée avec une discrimination à l'embauche. Il faut que l'État mette en place une reconnaissance des qualifications professionnelles. Si le diplôme y permet d'exercer dans un État, alors il doit être reconnu dans les autres États, selon des procédures harmonisées. On parle ici un peu des équivalences en fait. Finalement, tout ceci, c'est une logique d'intégration complète du travailleur dans la société d'accueil. On arrive donc à la fin de cette leçon numéro 5 et je vous ai préparé une petite conclusion. Dans cette conclusion, on va reprendre vraiment tout ce qu'il faut retenir, le plus important, sans vraiment détailler bien sûr. Donc déjà, l'article 45 du TFUE. C'est lui qui pose la libre circulation des travailleurs. Paragraphe 2, interdiction de toute discrimination en matière d'emploi, de rémunération et de conditions de travail. Paragraphe numéro 3, il détaille les droits du travailleur. Répondre à des emplois, se déplacer, séjourner, demeurer. Le paragraphe numéro 4, c'est l'exception pour les emplois relevant de l'administration publique. Ensuite, on a tous les textes secondaires essentiels. Le règlement 1612-68 de 1968. Il précise les droits des travailleurs migrants et l'égalité de traitement. La directive 2004-38 de 2004. C'est donc la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille. Ensuite, il y a toutes les directives anti-discrimination. L'interdiction des discriminations fondées sur la race, la religion, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle en matière d'emploi. Et enfin, on a le principe donc de non-discrimination à l'accès à l'emploi. Ici, c'est l'interdiction des procédures de recrutement spécifiques pour étrangers, l'interdiction des critères médicaux ou professionnels ciblant indirectement les étrangers, l'interdiction des quotas d'emploi réservés aux nationaux, et aussi les conditions pour les exigences linguistiques légitimes. Ici, il doit y avoir une nécessité objective pour l'emploi, la proportionnalité du niveau exigé. Donc ce sont les deux conditions nécessaires pour les exigences linguistiques. Enfin, nous avons l'arrêt clé Groener de 1989, CJCE. Dans cet arrêt, on parlait de l'admission d'une exigence linguistique, gaélique plus précisément, pour un objectif culturel et éducatif légitime. L'application a donc été stricte du test de nécessité et de proportionnalité. Ensuite, concernant les tests de compétences professionnelles, ils sont autorisés uniquement s'ils sont annoncés clairement dans l'offre d'emploi et s'il n'y a aucune équivalence de diplôme reconnue au niveau européen, qui n'existe déjà. Ensuite, il faut retenir qu'il y a le passage de la logique de discrimination à la logique d'entrave. Toute mesure qui dissuade ou rend moins attractif l'accès à un emploi dans un autre État peut être sanctionnée, même si elle est neutre en apparence. Ensuite, il y a l'arrêt Cross de 1993. L'arrêt Cross de 1993, c'est la première affirmation forte de la notion d'entrave non discriminatoire en matière de liberté de circulation. Puis nous avons l'arrêt Bosman de 1995, concernant les règles de transfert et de quotas de joueurs étrangers, qui constituent à la fois une entrave à la mobilité des travailleurs, mais aussi une discrimination directe, en ce qui concerne les limitations de joueurs étrangers. L'arrêt Bosman, c'est l'illustration emblématique du contrôle des règles privées affectant la libre circulation. Nous avons aussi l'arrêt CRAH, K-R-A-H, de 2019, concernant la limitation à 4 ans de la prise en compte de l'expérience professionnelle jugée dissuasive. Ici, on a un exemple d'entrave neutre en apparence, mais contraire à la libre circulation. Puis, nous avons parlé de la limite de l'article 45, paragraphe 4 du TFUE, en ce qui concerne les emplois de l'administration publique. La notion, elle est interprétée de manière autonome par l'Union, non laissée à la seule appréciation des États. Concernant donc cette interprétation, elle est fonctionnelle. C'est seulement les emplois.
Ces emplois, ils doivent participer directement à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'État. Donc, il y a seulement ceux-là d'emplois qui peuvent être réservés aux nationaux. Ensuite, nous avons parlé de l'arrêt Commission contre Belgique de 1980 qui pose la définition fonctionnelle de l'administration publique avec le refus d'un blocage général de la fonction publique aux étrangers. Ensuite, il faut noter les communications de la commission. Les communications de la commission, il y en a 2 qu'on a vraiment parlé. Donc, 2 communications de la commission qui ont vraiment été importantes, celle de 1988 et celle de 2002. Celle de 1988, elle a différencié les emplois qui relevaient de l'exception administrative publique et ceux qui ne relevaient pas de l'exception. Rappelez-vous, on avait parlé des forces armées, des forces de l'ordre, la magistrature, l'administration fiscale, la diplomatie et l'élaboration et exécution d'actes juridiques engageant l'État. Ces emplois peuvent justifier que l'on réserve ces emplois donc à des nationaux uniquement. Et ceux qui ne relevaient pas de l'exception administrative publique, donc l'exception de l'administration publique, c'était la recherche civile, les services publics commerciaux, l'enseignement public et les services de santé. Et enfin, la communication de 2002, c'était donc les emplois subalternes ou purement techniques dans ces secteurs, qui ne peuvent pas être réservés aux nationaux et qui doivent donc être ouverts aux citoyens de l'Union. Après, on a parlé des adaptations de la fonction publique française avec la réforme de 91, la loi de 2005, la réforme de 2010. On a parlé de la divergence entre la France et l'Union en matière de jurisprudence, notamment concernant la marine. Là, c'était un arrêt de 2003. Ensuite, donc, la CJCE, en 2003, elle a rejeté l'analyse française en précisant que les prérogatives régaliennes étaient seulement accessoires. En 2008, elle a aussi condamné la France pour une restriction injustifiée qui n'a pas été modifiée. Donc l'exercice de l'activité salariée, selon l'article 45 paragraphe 2, c'est donc une non-discrimination pour l'emploi, la rémunération et toutes les autres conditions de travail. On a parlé aussi de ce qui concernait la sécurité sociale et la coordination. Donc le principe, c'est la coordination des régimes nationaux. Et l'exception, entre guillemets, c'est l'interdiction de toute différence de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs non nationaux, dans une situation comparable à l'intérieur d'un même État. Donc, bon, c'est pas vraiment une exception, mais vous l'avez compris, il y a un principe, et ensuite, il y a cette interdiction, finalement, qui a été posée. Concernant les qualifications professionnelles et les professions réglementées, on a dit aussi qu'il y avait des directives de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Et puis, finalement, si par exemple on devait avoir une lecture finale pour un cas pratique, il faudrait d'abord identifier la situation comme relevant de l'article 45. Donc ça, c'est seulement pour vous aider dans le cas d'un cas pratique, pour vraiment conclure cette leçon numéro 5. D'abord, identifier la situation comme relevant de l'article 45 TFUE. Donc, il faut que ce soit un travailleur salarié. Il faut que ça concerne la mobilité intracommunautaire, donc entre 2 États membres. Et ensuite, on va venir vérifier successivement. Est-ce qu'il existe une discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité ? Est-ce qu'il existe une entrave non discriminatoire dissuadant l'accès ou l'exercice de l'emploi ? Et si on est en présence d'un emploi qui relève éventuellement de l'administration publique, il faut qu'on regarde il faut regarder plutôt si c'est au sens fonctionnel strict. Ensuite, on va vérifier si les droits liés à l'exercice de l'activité, ils sont accordés à égalité avec les nationaux. L'emploi, la rémunération, les conditions de travail, la sécurité sociale, la formation, les avantages sociaux. Enfin, et pour conclure vraiment pour de vrai, parce que cette conclusion est très très longue, mais en même temps il y a certaines choses à retenir et d'autres qui sont un peu moins importantes à mes yeux, mais si des exigences de langue, de diplôme ou de test sont nécessaires, ou proportionnées, eh bien elles doivent être transparentes et compatibles avec la reconnaissance mutuelle au niveau de l'Union. Je vous remercie, c'est la fin de la leçon numéro 5. On se voit dans une leçon numéro 6, peut-être pour un quiz sur cette leçon. Je pense qu'on va
certainement revoir des éléments des anciennes leçons sous une forme différente. En fait, je vous avoue, je ne sais pas encore. J'aime bien travailler un peu à l'instinct, comme on dit. Enfin bon, on se voit dans la prochaine leçon. Je vous remercie!